Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Grace Mbekwa, capitaine du Poinçonnet Basket, l'équipe phare du département de l'Indre qui officie en National 1. Grace a le basket dans la peau depuis petite. De Poitiers, sa ville natale, puis en Minime France, Cadette France, elle part à Grenoble pendant 6 ans pour un solide projet sportif où elle progressera de la National 3 à la National 1. En arrivant au club du Poinçonnet, c'est elle qui prend en charge la préparation physique de l'équipe avant de devenir une joueur cadre et la capitaine. Mais le sport n'est pas la seule corde à l'arc de Grace. Master en préparation physique et en psychologie du sport, diplômée de diététique, passionnée d'échecs, elle multiplie les pistes. C'est un épisode riche où Grace nous donne des clés pour positiver et assurer un leadership, où elle évoque aussi les échecs de jeunesse, la confiance en soi ou les missions d'une capitaine. On parle aussi de Usain Bolt, de la série Friends ou d'Agatha Christie. Allez, je vous embarque à la rencontre de Grace Mbekwa, une athlète au sourire de guerrière. Goodberry, c'est parti. Bienvenue sur Goodberry. Merci de votre invitation. J'ai une première question. Je voulais savoir si on prononçait Grace ou Grace. On peut dire les deux. Grace à l'américaine ou Grace à la française. Moi, je prends les deux. Ok. T'es originaire du Berry ? Non, je suis originaire de Poitiers. Je suis née à Poitiers. D'accord. Depuis toute petite, t'es basket ? Oui, j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 10 ans. J'étais en primaire, oui, CM2. Et après, je suis allée au Pôle Espoir à Poitiers, où j'ai joué en Minime France. Et après, j'ai enchaîné en Cadette France à Poitiers, où je joue en Cadette France et en National 2, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, je suis partie, après mon bac, je suis partie à Grenoble pendant 6 ans. D'accord. Et pourquoi Grenoble ? Grenoble, parce qu'en fait, j'avais un coach qui était à Poitiers, qui me connaissait, qui m'avait dit que à Grenoble, il y avait une belle équipe, un bon projet. Et moi, je voulais partir à 18 ans, je voulais prendre mon envol, donc j'y suis allée. D'accord. T'étais une enfant sage ou turbulente ? Oh, sage. Toujours sage. Oui. Des frères, des sœurs ? Oui. J'ai une sœur qui s'appelle Menda, une petite sœur, et j'ai un grand frère. Et après, c'est du côté de ma mère. Et après, j'ai 2 grands frères et une autre sœur, une grande sœur, du côté de mon père. Sportive aussi ? Il y en a 2 qui font du basket, ah, oui, 2 grands frères, ouais. Et ma sœur, elle fait plus du judo. Elle est plus partie dans le judo. D'accord. Et le basket en CM2 ? Pourquoi tu avais choisi le basket ? J'avais plusieurs choix. J'avais plusieurs demandes. Athlé, basket, hand. Le basket, je sais pas, parce que à la cour de récré, j'aimais bien. Enfin, je sais pas. Ça m'est venu comme ça. J'ai pas réfléchi et j'ai voulu tout de suite essayer le basket par rapport aux autres sports où on m'avait sollicité, on va dire. Ouais. C'était le côté collectif ? Oui. Ah oui, moi je voulais vraiment faire un sport co parce que j'aime beaucoup les gens, donc voilà. Quand tu as décidé d'être pro, la réaction de tes parents, c'était quoi ? Ils m'ont encouragée. Ouais. Oui. Moi, j'ai plus vécu avec ma mère parce que mon père, lui, travaille en Afrique. Donc, du coup, c'était plus, j'étais plus avec ma maman. Et elle m'a encouragée à faire ce que j'aimais, ma passion, mais tout en gardant aussi un pied au niveau des études. Parce qu'on ne sait jamais. Et les études, c'était quoi ? Du coup, après mon bac, je suis allée à Grenoble, comme je l'ai dit, et du coup, j'ai eu un master en préparation physique et un deuxième master en psychologie sociale du sport. D'accord. Oui. Ok. Et tu arrives aujourd'hui à ne pas perdre en tête tous ces acquis ? J'essaye d'acheter beaucoup de livres en relation avec ça, surtout la préparation physique, puis de voir s'il y a des conférences sur Internet et tout. Après, je sais que quand je suis arrivée au Poinçonnet, c'est moi qui prenais en charge de la préparation de l'équipe 1. Et là, je continue un peu à prendre la préparation des jeunes du PMC, de Pierre-Marie Curie. Je voulais qu'on parle un peu de sélection. Oui. Parce que depuis toute petite, j'imagine que tu as été confrontée à la sélection. Oui. Pour toi, comment ça s'est passé ? J'ai pas eu trop de mal à être sélectionnée. Ouais. Après, Poitou-Charentes, c'était pas la plus grande région de basket. Mais j'ai été sélectionnée en minime pour ce qu'on appelait avant les tournois intercomités. Donc, c'est par rapport au département. Après, les tournois de ligue par rapport aux régions.
Et après, tournoi interzone. Donc là, c'était par rapport à toutes les équipes, un peu toutes les jeunes de mon âge dans la France. Quand tu arrives dans une équipe comme Grenoble, par exemple, c'est difficile de se faire une place dans une équipe? Oui, c'est toujours intimidant d'arriver dans une équipe avec plein de filles d'expérience. Après, j'ai eu la chance de commencer d'abord en N3. Et après, je me suis, du coup, le coach de la Nationale 1 m'a incrusté dans le groupe de N1. Donc, oui, c'est quand même intimidant. C'est pour ça que j'aime pas trop changer de club. mais je me suis très bien intégrée. Les filles étaient super gentilles, donc ça s'est fait tout seul. Est-ce que tu as des petits trucs, toi, pour t'intégrer dans une équipe? Toujours avoir le sourire et puis d'être dans la communication. Je me dis que de se renfermer, c'est pas ce qui va aider le plus. Donc, être dans la communication. Mon naturel fait que je fais rire les gens parce que oui, que je suis un peu maladroite, parce que j'entends pas tout le temps, je suis un peu dans les vapes. Donc du coup, ça facilite les choses, on va dire. Ok. De tous les entraîneurs que tu as eus, Oui. quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh la vache. Qu'on m'en a donné beaucoup et qui ont été très importants. Il y en a un peut-être. Je vais prendre François, vu que c'est plus récent dans ma tête et au moins je sais que je vais pas changer fait dire. En gros, il m'a toujours dit, et peu importe dans quel domaine on est, à grands objectifs, grands moyens. Et ça, il me le dit tout le temps, il nous le dit assez souvent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment important dans le sens où si on veut réussir, en gros, on doit se battre, on doit travailler plus, on doit toujours essayer de faire plus pour pouvoir atteindre nos objectifs en fait. Si on a des rêves plein la tête, si on a de l'ambition et tout et qu'on veut atteindre quelque chose et que c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, il faut mettre les moyens pour en fait et je me dis que oui, c'est ce qu'il faut en fait et peu importe quel domaine parce que j'ai fait mes formations, même à l'école et tout et je me disais Grâce, il faut que tu travailles plus, il faut que et en fait ça marcher à peu près parce que que ce soit dans mes études ou au basket ou quoi, ça a toujours porté ses fruits, je pense. Donc c'est François Minival, le coach du Poinçonnet actuel. Et tu penses, toi, que tu as plus travaillé que les autres? On va dire que je suis un peu une flemmarde à la base. C'est-à-dire que je me suis jamais fait mal, vraiment. C'était vraiment le strict minimum. Enfin, voilà, pour pas que je me fasse engueuler sur le terrain, mais je faisais le strict minimum. Mais là, depuis, je trouve que j'ai mûri, du coup, avec l'âge et l'expérience. Et du coup, par exemple, là, je suis blessée. Et quand je viens à l'entraînement, je me suis pas là assise à regarder les filles. Je suis sur le côté en train de faire du renforcement musculaire, en train de faire de la proprioception. C'est un truc que j'aurais jamais fait il y a 10 ans, quoi. Je serais venue, je serais assise, je serais là en train de regarder les filles et peut-être les encourager un peu, mais parce que là, je me dis, il faut que je mette tout en œuvre pour mon objectif, c'est de revenir en forme. Et du coup, à grands objectifs, grands moyens. Donc, on y va. Ouais, super. Est-ce que tu as un ou une joueur, toi, de basket qui te sert d'exemple? Non, j'en ai pas. Non, c'est juste que j'aime bien regarder tous les niveaux de basket, que ce soit les filles ou les garçons, mais j'en ai pas un où je me dis je veux jouer comme elle ou je veux jouer comme lui en fait. C'est juste que j'aime bien des styles de jeu, j'aime bien mais j'ai pas un joueur ou une joueuse préférée. Et t'as un sportif? Un sportif ou une sportive? C'est une dure question. Excuse-moi. Je cherche. Alors, en fait, c'est un sportif, quand il court, il me donne des frissons. C'est Usain Bolt. Mais parce que je sais que quand je vois ses courses, je suis limite émue parce que je trouve ça la force mentale, la force physique de la personne et je trouve qu'il est charismatique et je sais pas. Alors qu'il est décontracté au départ. C'est ça en fait, d'une aisance facile et moi je trouve que c'est un bel athlète. D'accord. Est-ce que tu penses que tu as fait des sacrifices toi pour arriver à ce niveau-là? Je pense que quand on est sportif de haut niveau, je veux dire qu'on s'entraîne tout le temps, qu'on a des matchs tous les week-ends, tout et tout, on fait tous des sacrifices, on a beaucoup de contraintes. Par exemple, au niveau badésien, des fois on est très loin de notre famille, donc on peut pas participer à tout, à des mariages, à des fêtes ou à des réunions, enfin... Des trucs comme ça, c'est anodin, mais on peut pas participer à ces choses-là où c'est de manière très ponctuelle. Donc ça, je dirais être avec nos proches, profiter de nos proches et tout. Et puis
Après, je trouve pas que ça soit très... Et quand tu étais petite, ça te pesait plus ? Non, moi je me suis pas dit, je me suis jamais dit que je faisais des sacrifices parce que j'aimais trop ça en fait. Donc pour moi c'était pas c'est pas quelque chose de contraignant de faire du basket. Ouais. Au contraire, j'adore ça. Donc Tu renonçais pas à quelque chose pour autre chose ? non, je renonçais pas à quelque chose quoi. Après c'est juste les heures d'entraînement sont décalées par rapport aux gens par exemple qui travaillent la journée et tout. Donc on est souvent un peu décalé et tout avec pas le reste du monde mais avec les autres personnes. Mais après moi j'ai pas trouvé que j'ai dû faire des sacrifices pour le basket en tout cas, de ce que je me souvienne. Et dans cette progression, est-ce que tu te souviens d'échecs sportifs ? Je dirais quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, j'aimais le basket, mais pas peut-être autant que j'aime maintenant. Ouais. Et je sais que j'avais été appelée pour aller pour faire les tests d'entrée au centre fédéral. Ouais. Et j'avais pas été prise. Mais moi, au fond, quand tu es jeune comme ça, ils te font des entretiens pour savoir un peu. Et moi, j'avais pas été très enthousiaste en fait à l'idée d'y rentrer. J'avais plus peur, pas de confiance et tout et tout. Et pareil, j'avais été convoquée aussi pour aller rentrer dans le centre de formation de Bourges. Et là, pareil, j'avais pas été prise. Et pour moi, c'était des échecs un peu de jeunesse. Mais du coup, à cette époque-là, j'en prenais. Enfin, c'était pas grave pour moi en fait. Je restais à Poitiers et tout. Et peut-être que je regrette parce que si j'avais eu plus de confiance en moi ou si un peu plus d'épaule, un peu une épaule, enfin une personne qui était un peu plus connaisseur parce que ma mère avait pas du tout elle connaît pas du coup le basket et tout. Peut-être qui m'aurait poussé. S'il y avait quelqu'un qui m'avait poussé un peu plus, peut-être que je me serais donné plus de moyens pour y arriver. Donc du coup après coup je regrette un peu peut-être le fait de pas m'être donné, de pas avoir plus confiance en moi et d'avoir mis tous les moyens comme on parle, comme je disais tout à l'heure, les grands objectifs, grands moyens, tous les moyens pour pouvoir rentrer dans ces structures. Tu penses que c'est un problème de confiance en soi ? C'était vraiment un problème de confiance en moi parce que si je me suis dit, je me disais, s'ils m'ont convoqué, c'est parce qu'ils m'ont vu dans les sélections, comme je disais, les sélections interligue ou interzone. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils voyaient quand même un potentiel en moi. Et moi, à cette époque-là, pour moi, c'était pas je pensais pas forcément à ça, en fait. Moi, je me disais, non, moi, je suis là à Poitiers avec mes copines, je fais du basket, en Minime France, Cadette France, je suis bien. Et puis voilà, quoi. Donc, j'avais pas vraiment cette ambition-là d'aller voir plus haut, du coup. Et comment tu l'as travaillé, cette confiance en soi ? Je pense que c'est avec la maturité. Le fait d'avoir pris l'expérience, ça permet de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire, de là où on peut progresser. Et puis je me suis un peu plus ouverte, je pense, parce que je suis quelqu'un d'assez timide et donc un peu introverti des fois. Et du coup, là, j'ai pu développer ma communication avec les autres, le fait de m'ouvrir, de parler, d'échanger et du coup, je trouve que ça m'a fait grandir et du coup, avoir plus confiance en moi et de mes capacités. Quand tu dis que tu es timide, c'est difficile à croire parce que moi, j'étais à la présentation cette année de l'équipe. On t'a passé le micro pour que tu présentes en fait l'équipe et c'était un show incroyable, j'ai trouvé. Oui, mais en fait, je suis timide dans certaines situations. Là où je me sens à l'aise, ça va. Quand je suis avec des gens Alors qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde, mais en fait, c'est le poinçonnier, ça va faire 6 ans que je suis là. Je connais les gens, c'est comme une deuxième famille, en fait. Et je me sens bien. Donc, si on m'avait dit fais ça dans un autre club où tu connais personne, je pense que ça aurait pas été la même. Non, c'est juste une question de contexte et je pense que j'ai appris à m'ouvrir, à enlever cette timidité. Je l'ai beaucoup moins, je trouve. Et quand je me sens en confiance et que je me sens en confiance auprès des gens avec qui je suis, la timidité elle est partie. Aujourd'hui, tu es capitaine Oui. de l'équipe. Est-ce que tu as hésité quand on te l'a proposé ? Alors que je me souviens, c'est Johan qui me l'a proposé l'année où je me suis blessée, où j'ai pas joué. Donc à la fin de cette année-là où je m'étais blessée au tendon d'Achille. Et il me l'avait demandé. Et non, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que, encore une fois, dans ce processus encore de prise de confiance en soi, de responsabilité, je trouve que c'était un bon tremplin et ça suivait en gros ma ligne directive en fait. Je trouve dans ma construction de moi-même en fait. Donc
Donc non, et en plus ça m'a donné, je pense, confiance encore plus en moi dans le fait de reprendre le basket parce que c'était une année où j'avais fait une saison blanche, j'avais pas rejoué, j'avais rien fait. Donc du coup, non, j'ai pas hésité du tout. T'as travaillé cette prise de poste ? Non, je pense que je l'ai plus fait au feeling, mais ça se travaille en fait sur le tas, je trouve. C'est vraiment quand on y est et tout, bah ça se travaille là en fait. Déjà ma timidité, je pense qu'elle est un peu partie grâce à ça, parce que du coup, bah quand t'es capitaine, il faut que tu parles, que tu puisses parler aux joueuses, aux coachs, même aux dirigeants, qu'on appelle en Afrique nos aînés. Et du coup, moi j'ai souvent du mal à parler aux aînés, donc parce que c'est là où vient ma timidité. Et donc là, bah voilà, j'essaye de prendre mes responsabilités, d'avoir un vrai discours et pour pouvoir aider tous les parties et qu'il y ait vraiment une harmonie entre tout le monde. Le rôle que tu as en tant que capitaine sur le terrain, Oui. il est défini par le coach ou c'est toi qui décides que tu vas dire sur le terrain ? Par rapport au leadership ? Ouais. Ah non, c'est moi. C'est toi ? C'est moi. Et ce qui est bien, c'est que je suis pas là. En fait, j'ai un rôle de capitaine, mais sur le terrain, je suis pas la seule en fait à avoir ce leadership. Il y en a d'autres. Par exemple, il va y avoir Lisa Cloirec, qui elle a une faculté vraiment de communication qui est superbe, qui est énorme. Elle arrive à transmettre des choses. Par exemple, il y a aussi Martine Barba. Elle a cette responsabilité-là qui la prend. Donc du coup, il y a plusieurs relais. On a aussi, par exemple, Isa, qui elle va être moins dans le vocal, mais plus sur la performance qu'elle va mettre sur le terrain. Par exemple, ses performances défensives qui sont extraordinaires. Et du coup, ça va galvaniser les autres. Et du coup, on va se dire il faut qu'on élève notre niveau aussi défensif parce que Isa, il faut pas qu'elle se donne toute seule. Et ça nous donne envie du coup de nous donner encore plus. Donc elle a ce leadership là. Tout le monde a, enfin pas tout le monde, mais il y en a quelques-unes qui ont ce rôle de leader. Et puis moi, je suis là, j'essaye de dans les vestiaires avant de rentrer sur le terrain, de motiver, de dire les choses aussi, parce que des fois il faut dire les choses quand c'est négatif, donc on n'est pas toujours dans le positif et tout, mais qu'on soit des guerrières tout le temps, quoi. Et ton rôle dans les vestiaires ? En gros, je vous explique un peu comment ça se passe dans les vestiaires. Lui, il y a le coach qui nous parle d'abord les plans tactiques, techniques et tout. Et après, les coachs s'en vont, le staff s'en va du vestiaire. Et après, moi, je prends la parole. Et là, c'est vraiment un moment à nous, en fait, les filles, où ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de les motiver, de redire les points où il faut qu'on soit présente, où on a besoin. Et après, je dis toujours un mot encourageant et tout, puis je fais des fois des petites blagues et tout parce que j'aime bien. Parce qu'en fait, je monte crescendo parce que je suis tellement absorbée par ce que je dis, du coup, et puis ça met une ambiance où tout le monde tape dans les mains et tout, et en fait, quand on arrive sur le terrain, on est toutes motivées, on a toute la rage, et c'est ce que j'essaye d'éveiller, en tout cas, dans le vestiaire, pour que quand elles arrivent sur le terrain, encore plus maintenant vu que je joue pas, pour qu'elles arrivent sur le terrain, le couteau entre les dents et que... Et même si tu joues pas parce que tu es blessé, c'est toi qui le fais aussi ? Oui. Est-ce que ton message il est pas plus important après le match, par exemple, quand c'est une défaite ? Si, je pense, parce que c'est toujours facile de parler après une victoire, plus compliqué de parler après une défaite. Et moi, ce que j'essaye de faire, encore là, quand il y a les défaites, je suis pas la seule, là encore moins que d'habitude, parce que comme je joue pas, des fois, j'ai pas le ressenti des filles. Enfin, je peux pas avoir ce ressenti quand on est sur le terrain, en fait. Donc, du coup, il y a plus, là, en ce moment, c'est plus d'autres filles qui parlent et tout, ce qui est bien, parce que on n'a pas tout le temps le même ressenti sur un match. Et quand moi, je prends la parole, ça dépend de la défaite. Si je sais qu'on a tout donné et qu'on a sauté sur les ballons, qu'on a vraiment mouillé le maillot, c'est vraiment des encouragements et de dire que oui, on s'est battu. Bon, l'équipe adverse nous a battus parce qu'elle était plus forte que nous. Des fois, il faut l'avouer. Et donc, du coup, on passe à autre chose. On va travailler la semaine prochaine pour l'équipe suivante, quoi. Quand c'est nous qui avons pas fait le taf, là, essayer que l'équipe se remette en question, trouver les solutions, trouver là où il y a des problèmes et puis trouver les solutions pour que ça n'arrive plus, en fait. Mais tout j'essaye toujours de, il y a eu des trucs négatifs, oui, mais il y a eu aussi des trucs positifs et il faut qu'on avance et qu'on apprenne de nos erreurs. Et quand tu parles de tes aînés, oui. Tu es un porte-parole de l'équipe ? Je sais pas si je porte-parole, mais en gros, je pense que capitaine dans toutes les équipes, peu importe le sport, c'est un peu un relais
Ouais. Des fois sur des informations, quand il y a des informations qui doivent descendre, par exemple des dirigeants aux filles, ils me contactent moi, ils m'envoient un message pour que je le transmette aux filles, et vice versa. Je sais qu'il y a des filles qui ont un souci par rapport à quoi que ce soit même en dehors du basket, par rapport, je sais pas, à leur appartement, à leur truc, essayer de, si elles le font pas directement avec la personne concernée, le dirigeant concerné, moi si je peux aller voir et tout, parler en leur nom et tout, D'accord. D'être un peu ce relais-là s'il y a besoin. Et t'as un mot à dire sur les recrutements ? Sur les recrutements, non. Non. DAC. Alors, au Poinçonnet, il y a un public qui est assez présent. Ouais. C'est important quand tu es sur le parquet ou alors tu fais abstraction du public ? Ah non, c'est super important. Ah oui, ça, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et encore plus quand on est dans des matchs où c'est serré, qu'on n'est pas dans un bon moment, par exemple, où on n'arrive plus à jouer, on n'arrive plus à se retrouver, le fait qu'il y ait le public et qui nous encourage et qui nous donne un peu leur voix, on va dire, on les entend. Et du coup, ça nous donne un rebond d'énergie, une motivation en plus, en fait. Et du coup, on se dit, allez, non, on peut pas, chez nous, devant notre public, on peut pas faire ça. Et du coup, ça nous aide. Sachant qu'en plus, dans le championnat, il n'y a pas beaucoup de salles comme la nôtre, en fait. Il y en a avoir 2 ou 3, il y a Voiron, et après, je vois même pas. Mais on n'est pas beaucoup. Et quand on va dans d'autres clubs, où c'est tout silencieux, nous, ça nous fait quelque chose, en fait. On se sent pas bien, on s'est un peu perdu et tout. Et donc, du coup, nous, on a besoin d'être dans une ambiance chaude et où il y a du bruit, où il y a des encouragements ça nous motive vraiment. Et on les entend. Si, on les entend. Toi, tu parais très jovial. Tu es, en fait. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu passes de cette fille très joviale à une guerrière sur le parquet. À quel moment tu switches, tu vois, et comment tu le fais ? En fait, c'est instinctif, parce que en fait, je suis une compétitrice. J'aime pas perdre. Donc du coup, à partir du moment où je suis sur le terrain, je sais que si par exemple j'ai un vis-à-vis et que mon vis-à-vis, mon adversaire, elle va marquer un panier, ça va m'énerver. Au fond de moi, j'aime pas. Donc du coup, ça va je vais avoir une hargne et tout, et du coup, je vais tout faire pour qu'elle remarque plus, en fait. Et c'est juste, oui, mon instinct de compétition, le fait que je n'aime pas perdre, qui fait que quand on est sur le terrain, il y a plus on est gentil, si on veut gagner, il faut tout sortir nos tripes, il faut être dur, il faut être agressive, et il n'y a pas de cadeau à faire, quoi. T'as des porte-bonheur, toi, ou des petites habitudes avant de rentrer sur le parquet ? Je suis croyante. Donc je prie avant de... Dans les vestiaires, c'est dans les vestiaires que je prie. Après, je porte toujours la même paire de chaussettes. Et ma brassière. La même brassière et la même paire de chaussettes. Ok, d'accord. Comment tu inculques cette culture de la gagne avec tes coéquipières ? On s'entraîne, on joue comme on s'entraîne. Donc si à l'entraînement n'est pas dur, on n'a pas cette envie de gagne à l'entraînement, en match on l'aura pas. Et moi je pense que on doit avoir une philosophie on doit avoir une philosophie. On doit avoir à l'esprit que plus ce sera dur à l'entraînement, plus on va se mettre des pains, qu'on appelle ça, être dur. Puis en match, ce sera facile parce que du coup, à l'entraînement, ce sera tellement dur qu'en match, ça va nous sembler plus facile. Et puis les choses qui nous semblent difficiles à l'entraînement, on pourra les faire de manière plus facile lors des matchs. Et on sera peut-être plus performante sur nos tirs parce que là, il n'y aura pas de personnes qui vont nous pousser ou quoi. Je donne un exemple. Mais c'est vraiment, oui, sur le terrain, lors des entraînements, être vraiment dur entre nous-mêmes sans qu'on se blesse parce que on a besoin de tout le monde forcément. Mais voilà, ça passe par le terrain et ça passe aussi par l'échauffement d'avant-match, qu'on soit toutes dedans, qu'on soit motivé, qu'on s'encourage et qu'on ait de toute façon, on a tous le même objectif, c'est de gagner ensemble. Donc à partir de ce moment, on sait que ce niveau, c'est un niveau qui est c'est un niveau qui est très dur, très agressif défensivement. Si on voit par rapport à la Ligue 2, c'est pas du tout le même jeu en fait. Et donc nous là, on n'a pas le choix que de se défoncer si on veut gagner. Et je pense que dans ce niveau-là, c'est pas le plus beau basket qui gagne. Donc ça veut dire que tu as quand même un rôle de capitaine aussi à l'entraînement.
Oui, bah bien sûr, faut savoir dire les choses de toute façon, dire les choses sur le moment et après passer à autre chose. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse se dire les choses. Et moi, la première, s'il y a quelque chose qui va pas, le dire. Et puis quand c'est à l'entraînement, au bout d'un moment, il y a des fois il y en a qui font la gueule. Bah, il m'arrive aussi, hein, on boude et tout, on est des filles, hein, donc quand on voit que ça va pas et tout, mais voilà, dire oh, on n'est pas là pour bouder. Et, si on veut gagner ce week-end, on sait ce qu'on a à faire. Donc maintenant, si on se prend des coups, on encaisse, on remet, on redonne le coup. Parce qu'en match, elles vont nous donner des coups. Si on boude, elles vont s'en foutre. Hein. Donc voilà, essayer de toujours... on remet les gens, on remet tout le monde dans le droit chemin, on les remotive et on repart et tout. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on se fasse plaisir. Donc si c'est pour bouder, ça ne sert à rien en fait. Et sans trahir les secrets du vestiaire, t'as eu des moments de friction ? Des frictions, pas dans les vestiaires, plus sur le terrain. Après, pendant les matchs, un peu, parce que quand on pousse un peu trop fort une coéquipière, non, tu laisses ma coéquipière. Mais oui, des fois, ça arrive sur nos entraînements, oui, où on n'est pas contente, il y a un truc, parce que comme c'est auto-arbitrage, ah oui, non, mais là, il y a faute, ou on sent une injustice, ou un truc comme ça, mais il faut se dire les choses et après, on passe à autre chose. Dans ton rôle de capitaine, toi, tu continues à apprendre quelque chose ? Oui, oui. Je continue... surtout en fonction des situations, comment réagir en fait. Comment réagir en fonction de telle fille, comment parce que en plus là en ce moment je suis vraiment à l'écart, du coup je peux voir un peu les filles comment elles sont et tout, et moi c'est vraiment essayer de voir avec je prends un exemple avec Julia quand elle n'est pas bien, comment l'aider, comment essayer de la remotiver, comment essayer de comprendre ce qu'elle a, ce qui va pas, ou avec Martine quand elle va pas bien, je sais que ça va peut-être être une autre approche, ou du coup voilà, essayer de voir comment gérer à chaque fois chaque fille, et puis aussi toujours cette responsabilité de montrer l'exemple en fait. Tu penses que c'est l'exemplarité qui est le plus important ? Un capitaine ou une capitaine, ça doit montrer l'exemple, et ça doit, parce qu'en plus on a des jeunes, donc les jeunes ne vont pas prendre l'exemple que sur la capitaine, ils vont prendre l'exemple sur toutes les anciennes, toutes les filles qui ont de l'expérience. Mais ça doit porter des valeurs qu'on doit retrouver dans toute l'équipe, et je dois m'y tenir. En plus, c'est des valeurs qu'on met ensemble sur le tas. Donc du coup, je pense que oui, une capitaine, ça doit être pas irréprochable parce qu'on est des humains, mais ça doit montrer l'exemple, être tout le temps dans le fighting, essayer tout le temps d'être dans la communication parce que c'est important sur le terrain de parler, essayer de bouder le moins possible, de remotiver ses troupes, d'être à 100% sur le terrain, parce que je pense que on en a besoin. Que si on avait une capitaine qui est tout le temps en train de bouder, qui râle, qui a 50%, qui fait ce qu'elle veut, ça peut du coup engendrer les autres à faire la même chose, et du coup c'est pas ce qu'il faut pour que l'équipe performe sur du court ou long terme. T'as un exemple de phrase comme ça ou d'expression que tu pourrais dire à quelqu'un qui va un peu moins bien sur le terrain, physiquement ou moralement ? Quand je vois quelqu'un, par exemple, qui va pas bien et par exemple, elle a loupé plein de paniers et tout, je vais la voir, je lui dis oublie. Il s'est passé ce qui s'est passé, t'en as raté, c'est pas grave. Mais nous, en gros, je lui dis, nous, on sait ce que tu vaux. On sait de quoi tu es capable. Maintenant, tu oublies tous les paniers que t'as loupés, et tu vas juste penser aux paniers que tu vas mettre après. Et en gros, c'est toujours essayer d'être positive, de parler de leur qualité. Leur qualité, par exemple, s'il y a une shooteuse qui est pas bien, nous, on lui dit toujours, nous, on a confiance en toi, je sais que ton prochain shoot, tu vas continuer à prendre tes shoots et tout, on en a besoin. Toujours essayer de mettre en valeur, en fait, les personnes quand elles vont pas bien, parce que c'est ce qui leur manque, elles sont en manque de confiance, donc essayer de les remotiver, en leur disant des choses positives sur leur qualité, sur ce qu'elles peuvent apporter individuellement et collectivement sur le terrain, leur dire qu'on a besoin d'elles, et que sans elles, on pourra pas arriver à nos fins, quoi. D'accord. Donc c'est ce que j'essaye de faire après. Ouais, c'est intéressant. Tu suis un peu le basket africain ? Un peu, oui. Je fais partie de la sélection gabonaise. Oui, ça va faire depuis 2015. J'ai été appelée 2 fois. Là, cet été aussi, encore. Donc j'ai participé à une CAN. D'accord. Cette année, on devait participer à la CAN, mais les problèmes au niveau du gouvernement gabonais, donc du coup, on n'a pas pu. Mais oui, je suis un peu, ouais. D'accord. Je voudrais qu'on parle aussi du confinement. Je voulais savoir comment tu avais géré ça. C'était assez compliqué à vivre parce que après le premier confinement, on s'est arrêté à la fin de la saison, il restait 4 matchs.
Donc c'était moins dur que le deuxième confinement où on n'a fait que 4 matchs en début de saison. Alors pour moi, c'est bien tombé parce qu'en fait j'étais en formation de diététique et du coup ça m'a permis de faire tous mes devoirs, tous mes cours et tout, voilà, tout mon cursus. Parce que je pense tous mes stages que j'aurais peut-être pas pu faire si il y avait eu une saison, 2 saisons complètes. Mais après sportivement parlant, c'était assez compliqué parce que c'était long. Donc le premier confinement, on s'entraîne chez soi, mais voilà, on n'en voit pas le bout en fait. On s'entraîne pour s'entraîner. Donc Tu faisais quoi? François nous avait donné quelques exercices qu'on pouvait faire. Après moi, comme je suis préparatrice physique, j'ai essayé de m'entretenir, d'aller courir, faire du renforcement musculaire du haut et du bas du corps. Voilà, 2-3 fois dans la semaine. Après, je vous avoue que quand on arrive vers l'été, on a plus envie de sortir, se reposer et tout. Et le deuxième confinement, on a pu avoir la chance de continuer à s'entraîner à partir de janvier jusqu'à avril. Avec l'équipe. Donc c'était une bonne nouvelle, mais au bout d'un moment, s'entraîner sans jouer, de match, c'était quand même assez long et on perd en plus en qualité. Donc c'était assez compliqué par rapport à ça. Tu penses que l'équipe a perdu sportivement? Je pense que tout le monde a perdu sportivement. Je pense que tout le monde a perdu sportivement, pas que notre équipe. Forcément, fallait se remettre dedans. Et il a fallu s'adapter, donc du coup reprendre des pré-prépas bien avant que d'habitude. Et je pense que le fait qu'on ait pu s'entraîner, parce que toutes les équipes n'ont pas eu cette chance, ça fait que du coup on a pu quand même garder un peu notre physique. Et en plus, comparé à l'année dernière, il n'y a qu'une fille... On a une fille en plus, Inessa. Du coup, on a gardé quand même la majorité de l'équipe de l'année dernière. Donc, ce qui a favorisé par rapport à l'intégration des systèmes, par rapport à l'intégration, la cohésion du groupe. Je pense que sur ça, on a été pas mal. Tu parles d'une nouvelle recrue. Oui. Quel est ton rôle? Je pense que c'est le rôle de toutes les joueuses, c'est d'intégrer la recrue. Donc, quand on a vécu la même chose... je l'ai vécu deux fois, mais quand on a déjà vécu cette situation, on a toujours envie de mettre à l'aise les gens parce que moi, je sais que quand j'ai arrivé à Grenoble, les gens m'ont mis à l'aise, m'ont parlé, du coup, on essaye toujours toutes les filles. Après, Inessa, c'est quelqu'un qu'on connaissait d'avant, donc elle s'est vite intégrée. Donc après, c'est aller vers elle. En plus, c'est une étrangère, mais elle parle le français, elle le comprend. Ça, c'est top. Oui, c'est aller vers la joueuse, lui parler. La connaître, apprendre à la connaître. C'est bien d'avoir ce contact-là et de pas juste tu viens, on va s'entraîner et tout. Il faut apprendre à connaître les gens et les gens aiment bien, je pense, quand on s'intéresse à eux et ça leur permet d'être plus en confiance et de s'ouvrir plus facilement et du coup sur le terrain ça se ressent cette confiance. Oui, aller vers la joueuse, apprendre à la connaître et puis essayer de faire des petits trucs en équipe en début de saison et pendant la saison c'est important d'entretenir cette cohésion. Il n'y a pas de bizutage au début? Non, on a des rookies, nos deux, on en a 3. Non, on fait pas de bizutage, mais on rigole avec elles, on les charrie un peu, quoi, parce que c'est nos rookies, quoi. Ok, d'accord. Actuellement, tu es blessée à la cheville. Oui. Comment tu as géré cette blessure? Je me suis fait une luxation à la cheville, donc c'était très douloureux. C'était très douloureux. Mais après, on va dire la suite, après mon hospitalisation, le plâtre, ensuite la rééducation, je l'ai assez bien vécu. Parce que j'ai déjà vécu ces moments de blessure en fait, de longue durée. Avec mon tendon d'Achille que j'avais eu, je me suis rompu le tendon d'Achille 2 fois il y a 3 ans. 3-4 ans même. Et du coup, c'est quelque chose que je connais. Et que je savais comment appréhender la chose en fait. Je savais ce que j'allais vivre, je savais que ça allait être long et tout. Donc j'ai essayé de positiver au moment où j'ai eu mon plâtre pendant 1 mois. En plus, j'ai eu ma maman aussi avec moi à mes côtés vu qu'elle travaillait, elle était encore en vacances. Et puis j'ai eu François aussi à mes côtés. Donc du coup, ça m'a permis d'appréhender les choses. Et puis j'ai eu les filles vu que je suis restée là. Donc ça m'a permis d'avancer. Et puis dès que j'ai enlevé le plâtre, j'ai tout de suite recommencé la rééducation. Et là, je continue à travailler. Toujours les grands moyens parce que grands objectifs. Donc je continue à travailler puis je reste positive par rapport au retour des médecins qui aux urgences ont pris en photo ma cheville parce qu'ils m'ont dit c'est extraordinaire comment vous vous êtes luxé la cheville, c'est rare. Et que j'avais eu de la chance de ne pas avoir de fracture ni de ligament rompu vu l'état, vu comment était ma cheville lorsque je suis arrivée aux urgences. Donc je me dis que j'ai eu de la chance et que du coup j'aurais pu être opérée et ce n'est pas le cas et ça aurait pu être plus long. Donc du coup que je prends que le positif. C'est quoi ton principal défaut?
Alors on me dit que je suis un peu naïve des fois, je crois tout. Ça t'a joué des tours dans le basket ? Dans le basket, non. Non. Non, donc Non. très grave. Non, pas très grave. Non, mon principal défaut... elles sont trop dures, des questions. Principal défaut, je dirais dans le basket... je crois que j'ai pas de défaut, en fait. Tu pratiques d'autres sports ? Non. 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 Tu parlais de diététique tout à l'heure. Oui. Tu fais gaffe à l'alimentation ? Moi, je vais t'expliquer comment je suis. Tu vois, je suis préparatrice physique, Ouais. mais je déteste faire les prépas physiques d'avant-saison. Genre, moi, en tant que joueuse. Ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Depuis que je suis jeune, on nous donne des préparations à faire avant. Je les faisais à moitié, pas du tout et tout. Je déteste ça, mais j'aime bien faire. La diététique, j'adore manger. Ouais. J'adore manger et on va dire que j'ai de la chance parce que je mange beaucoup de sucreries et tout et je grossis pas. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Donc du coup, on va dire que je ne suis pas vraiment à la lettre ce que j'ai envie d'apprendre aux gens avec qui j'ai envie de travailler, mes futurs clients ou patients. Et du coup, je viens juste d'avoir mes résultats et je suis diététicienne depuis mardi. Ah, génial, félicitations. Merci. Donc voilà, donc c'est vraiment mon mot d'ordre. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. On a parlé d'échecs sportifs tout à l'heure. A contrario, quel est ton meilleur souvenir sportif ? J'en ai deux. Ah, deux. J'en ai deux. Alors ça va être la montée du Poinçonnet en National 1. Ouais. Parce que c'était la première fois que je jouais des playoffs et que du coup on jouait aussi, qu'on avait réussi à accéder à l'échelon supérieur. Et donc ça c'était super. Enfin, les playoffs c'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment hâte d'en refaire, de revivre ça parce que ça n'a rien à voir avec le championnat en fait. Pour moi c'est une autre dimension. On est dans une bulle, on a le stress, mais on est vraiment encore plus encore ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est vraiment une bulle, une famille. Et genre on est tout le temps ensemble et on a peur et on est dans le stress, mais ça nous galvanise et du coup on sort des trucs et j'avais adoré. Ah là, j'avais adoré. Et puis moi, ça m'émeut beaucoup. Je suis très sensible. Hein. Donc du coup, limite, j'avais les larmes aux yeux et tout quand on est monté. Le dernier match, le match contre Monaco qu'on gagne ici, alors j'étais au bout de ma vie. Martigues, c'est pareil. Enfin, ça c'était génial. Et après, ça a été ma première sélection en équipe nationale avec le Gabon, où là, j'ai représenté mon pays, le pays de ma maman. Et du coup, de porter le maillot d'une nation et l'hymne aussi, que je connaissais pas au début et que j'ai appris. Et je trouvais ça très, très émouvant, encore dans l'émotivité, moi. Ouais. Et ça m'a vraiment émue de me battre pour mon pays. Et donc, j'avais fait la CAN de 2015. Elle était où ? Elle était au Cameroun. On finit 7e, je crois, on va jusqu'en quart, on perd contre l'Angola, qui est une équipe préférencée, et après on joue les matchs de classement, et on finit par gagner par l'Égypte, et on finit 7e et tout, et à la fin de cette compétition, j'ai pleuré, parce que j'avais tout donné, j'étais avec une ancienne joueuse qui a arrêté, qui a joué en Ligue, Géraldine Robert. Et en fait, on jouait beaucoup. Donc à la fin, le dernier match contre l'Égypte, je me suis effondrée, mais de satisfaction, d'honneur et de joie, en fait. On avait fini 7e, on était allé jusqu'en quart, ce qui n'était jamais arrivé avec l'équipe nationale. On avait tout donné, on avait représenté notre pays, il y avait de la diffusion dans notre pays du basket. Ça m'avait rendue heureuse et puis je voyais toutes les jeunes filles qui voulaient du coup faire du basket et tout et encore dans l'émotion, donc ma petite larme et Tu t'es sentie utile à ce moment-là ? Oui, vraiment. Et je pensais pas l'équipe allait avoir un tel impact à ce moment-là et j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, à vivre, c'était des frissons, vraiment. Et ta maman ? Ma maman, elle était fière, elle était contente, elle était très fière. Elle était très, très fière. T'as toujours le maillot ? Non, j'ai plus le maillot, j'ai dû le donner parce que tu peux le donner. Oui. Oui. Moi, de toute façon, ça reste dans mon cœur, donc un maillot ou deux, c'est pas ce qui Une question difficile, pour le coup. Oui. Si tu avais dans toute ta carrière quelque chose que tu pouvais refaire ? Quelque chose à refaire dans ma carrière, je pense que c'est comme je te l'ai dit,
au début. Je pense que je me serais donné les moyens de travailler plus jeune. Je pense, de travailler plus. Parce que j'ai souvent entendu dire, mais Grâce, franchement, si tu avais travaillé plus, tu aurais pu aller plus loin. Et ça, plusieurs personnes me l'ont déjà dit. C'est un regret ? Oui, un peu. Et je me dis, si j'avais vu. Je pense, après, je veux pas rejeter la faute sur le fait que j'avais personne qui. Non, j'avais des gens qui m'entouraient, mais un petit truc en plus qui pense qui m'a manqué pour me dire que, oui, allez, Grâce, vas-y. Mais voilà, mais c'est pas un gros regret parce que je suis quand même contente de tout ce que j'ai vécu, le fait d'avoir fait toute ma formation à Poitiers, d'avoir pu continuer à Grenoble, de me former parce que je suis arrivée à 18 ans, donc j'étais encore jeune, je me suis formée là-bas et j'ai pu être la joueuse que j'ai été et après venir au Poinçonnet en joueuse cadre. Parce que je n'avais jamais été avant, en fait. Et du coup, j'aime beaucoup l'acheminement, en fait. La progression, et j'ai pas sauté d'étape. Et c'est pour ça que je me suis toujours bien sentie là où je suis. Il y a une question que j'aime bien poser aussi. Est-ce que tu as un livre que tu aimes bien ? Alors, j'ai beaucoup de livres que j'aime bien. J'aime bien les livres d'Agatha Christie parce que j'aime bien les trucs policiers. T'as un titre ? Alors, je suis vraiment nulle sur les titres. Il faudrait que je demande à François. Attends, je peux faire une pause ou pas demander à François. François, c'est quoi le titre d'Agatha Christie ? Tu sais, ils sont sur une île. Les 10 petits nègres. Alors ça, j'adore. J'ai adoré. Série ? Une série... J'aime beaucoup Friends. Ça, c'est vraiment la série quand je suis pas bien ou que j'ai envie de rigoler. Paf, je mets un épisode, mais n'importe lequel. La patate. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime que tu aimes bien ? Ah si, j'en ai une. C'est en anglais. I can sleep like a baby because God is God. Je peux dormir comme un bébé, m'endormir comme un bébé parce que Dieu est Dieu. Et ça, j'adore celle-là parce qu'en gros, même si j'ai des problèmes des fois où je me sens pas bien ou que je suis dans un moment où je joue pas. Avant, j'avais le stress parce que j'avais pas mes résultats, je savais pas si j'avais réussi et tout. Et avant de dormir, je me dis cette phrase. Et voilà, j'oublie tout et puis on passe à une journée suivante. Et pareil quand pour tout dans ma vie et du coup ça me fait du bien. Ah, c'est joli. Pour conclure, il faut un peu se mouiller. À quelle place vous finirez cette année ? Ouais. Alors, dans le championnat, il y a 4 équipes qui sont vraiment très fortes, qui vont être dures à dépasser. C'est Monaco, Voiron. C'est pas dans l'ordre. Monaco, Voiron, Fétia et Rouen. Je pense qu'après, la poule est quand même homogène. Moi, j'aimerais qu'on finisse plus haut que ce qu'on avait fait il y a 2 ans, parce que l'année dernière, on n'a pas trop joué. On avait fini 6e, donc là, je pense qu'on peut finir 5e. 5e, ce serait un beau résultat. Beau challenge. Grâce, le podcast s'appelle Goodberry. Et je voulais que tu nous dises, selon toi, quel est l'endroit que tu préfères ? Ce sera Belle-Île. C'est un endroit où je suis beaucoup allée pour différentes choses. C'est un endroit où je suis allée pour me reposer, pour me lasser. Alors, moi, je joue aux échecs. J'adore jouer aux échecs. Ah ouais ? Oui, grande joueuse d'échecs. Enfin, grande joueuse, non, mais j'adore ça. En club ? J'ai joué en club quand j'étais jeune. Ouais. Quand j'étais à l'école, ma mère m'avait inscrite avec ma sœur et du coup, j'ai toujours eu cette passion. J'ai des livres, j'ai un gros classeur d'échecs où il y a toutes les astuces et toutes les techniques et stratégies. Et du coup, oui, pour jouer aux échecs, j'aime bien aller là-bas. Donc pour me reposer, me vider l'esprit. J'y vais aussi pour quand est-ce que j'y vais aussi ? Avant la reprise de championnat, j'y vais tout le temps. Donc voilà, ça pour aller courir, pour toucher un peu le ballon, pour faire un peu de renfort et tout. Pour aussi aller au restaurant de la Guinguette, pour aller boire un coup, pour aller manger, pour profiter aussi du coin d'eau, et du coup, c'est un coin en fait où à chaque fois que j'y vais, c'est pour différentes raisons, mais c'est pour des raisons que j'aime. Où je me sens bien dans ce que je fais, où je me sens bien quand je joue aux échecs, quand j'y vais pour me reposer auprès de l'eau, ou même quand je vais courir pour me préparer, parce que voilà, je me motive, je suis là, on se prépare pour la saison d'après et tout, pour rencontrer des gens, pour aller boire un coup, Du coup, oui, c'est un coin où j'ai vécu pas mal de trucs depuis que je suis là-bas. En fait, j'ai vécu pas mal de choses différentes, où j'ai vu plein de gens différents. Voilà. Merci Grâce pour cette discussion très inspirante. Merci pour votre invitation. On viendra au Poinçonnet Basket. Il faut.
au gymnase vous supportez. Merci beaucoup. À plus, salut. Au revoir. Hello, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous vous précipiterez au gymnase de la forêt du Poinçonnet pour encourager Grace et ses coéquipières. Quelques news de notre communauté, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Goodberry Podcast. On accueille d'ailleurs même un 21e pays, avec les Pays-Bas où les auditeurs ont écouté le podcast. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous.